Donc qu'est-ce qu'il y avait dans ce projet de loi de finances pour aller un tout petit peu plus dans le détail? Donc une saignée sur les services publics, hein, on a dit. Les pauvres se sont appauvris au cours de ces 20 dernières années, donc leur patrimoine a diminué de plus de 50%. C'est quelque chose de tout à fait inédit aussi. Donc 9 millions de pauvres dans notre pays, donc être pauvre, ça signifie vivre sous le seuil de pauvreté, c'est moins de 1216 € par mois. Quand vous connaissez tous les prix des loyers, vous imaginez ce que ça peut faire. Et puis il y a à peu près l'équivalent aussi, 9 millions de personnes qui vivent en grande précarité. Dans les pauvres, j'ajoute qu'il y a beaucoup de familles monoparentales et de mamans monoparentales. Et ça c'est pareil, c'est des choses auxquelles il faut impérativement penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société, c'est comme ça, il y a de plus en plus de familles monoparentales. Et il faut en tenir compte dans nos politiques publiques. Et aujourd'hui, on n'en tient pas compte. Alors il y a des mesures qui sont prises par le local, par des communes, des communautés de communes, qui voient bien sur le terrain les difficultés auxquelles sont confrontées ces familles monoparentales. Mais c'est vrai qu'il va falloir réfléchir à quelque chose de beaucoup plus structurel pour ces familles-là. Donc encore un autre record, puisque pour la première fois depuis les 30 Glorieuses, c'est la première fois depuis les 30 Glorieuses en fait que le taux de pauvreté augmente de cette façon. Donc qu'est-ce qu'on avait prévu dans ce magnifique projet de loi de finances? Donc une désindexation des pensions de retraite, hein, qui induit une perte de pouvoir d'achat direct pour les retraités, dont un quart aussi, donc entre les familles monoparentales et les retraités, un quart des retraités sont en situation de pauvreté. Le déremboursement de certains médicaments, alors que 18% des Français renoncent à se soigner. L'augmentation de la durée de carence pour la fonction publique, vous le savez bien. Donc c'est une mesure d'équité, soi-disant. Donc tant qu'à faire, si on fait une mesure d'équité, ben, on met tout le monde à un jour plutôt, ce serait déjà la logique. Et en plus, c'est faux, dans la mesure où on sait bien qu'il y a beaucoup de conventions collectives dans le privé qui financent ces jours de carence, ce qui n'est absolument pas le cas du public. Et en plus, c'est contre-productif, on le sait aussi, puisque plus on augmente les jours de carence, moins les gens s'arrêtent finalement, et finalement ils sont de plus en plus malades, parce qu'ils vont travailler en étant malades, et que c'est totalement contre-productif, y compris pour la fonction publique. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt d'avoir des gens malades qui sont sur leur poste de travail. Donc il y avait aussi l'abandon de la lutte contre le réchauffement climatique, donc avec une coupe de 4,5 milliards sur la mission écologie, une coupe aussi drastique du fonds vert. Donc le fonds vert, c'est un fonds qui est utilisé beaucoup par les collectivités territoriales, qui est très souple à utiliser, et qui est très plébiscité, et qui permet donc aux collectivités d'investir dans la transition écologique, sur par exemple du recyclage, sur voilà, tout ce qui est politique verte, les mobilités douces, il y a beaucoup de collectivités qui réfléchissent aux mobilités douces. Tous ces investissements, et donc ces fonds, ils avaient été, j'ai discuté avec le sous-préfet qui m'expliquait que ces fonds, ils avaient été complètement liquidés, et que voilà, et en fait, pourquoi j'en parle? Parce que les premiers de cordée sur les politiques du quotidien et sur la transition écologique, c'est évidemment les collectivités locales. Et leur enlever ces moyens-là, c'est complètement absurde au moment où on les voit. Il y a encore des climato-sceptiques. Hein. Je vous parlerai de l'attitude et du vote du Rassemblement national tout à l'heure, parce que je pense que c'est important d'en parler. Mais c'est impressionnant de voir à quel point le Rassemblement national, dans son ADN, est climato-sceptique. Mais c'est effrayant, même de voir à quel point ils ont refusé de façon systématique, toutes les mesures environnementales qu'on proposait, tous les amendements dans ce sens-là qu'on proposait. Donc voilà, je ne sais pas s'ils n'ont pas entendu parler des feux qu'il y a eu en Gironde, des inondations qu'il y a eu cette année, bon, bref. Et enfin, donc, pour terminer un 5e point, l'abandon des services publics. Puisque le président de l'Association des maires de France a calculé que c'était à peu près, donc il y a eu 5 milliards annoncés de coupes, mais en fait, quand on va chercher un peu sur tous les autres postes qui ont un effet domino sur la fonction publique, c'est 10,1 milliards de moins dans les poches des collectivités territoriales. Évidemment, qui rejaillissent directement sur les services publics, les services du quotidien dont on a tous besoin, puisque on ne peut pas tous se payer des cliniques privées, des écoles privées, et que l'immense majorité des Français ont besoin des services publics pour vivre correctement.
Voilà ce que prévoyait ce gouvernement. Donc je vous l'ai dit, un total de 40 milliards d'euros. Donc ça fait 7 ans que ça dure. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui considère qu'il vit mieux qu'il y a 7 ans? Personne. Donc il n'y a aucun milliardaire dans cette salle. Parce qu'ils ont doublé la richesse. Voilà. Donc c'est impressionnant parce que ils sont tellement dans un niveau de déni, ou de... En fait, eux, ils ne le vivent pas, tout ça. Donc, c'est vrai que quand on a une vie à l'Assemblée nationale, il faut savoir aussi quand même qu'on vit dans un confort extrême, même si on a une vie de dingue. On va de notre bureau à l'Assemblée et de l'Assemblée à notre bureau, mais on a à se soucier de rien, en fait. Moi, j'ai un bureau à l'Assemblée nationale parce que je suis une provinciale. Moi, on me change les draps de mon lit, on me fait mon ménage. J'ai juste à penser à manger, quoi. C'est vraiment le seul truc. Et après, à l'Assemblée, vous avez pléthore d'huissiers partout qui vous... Enfin, si vous cherchez quelque chose, on vous indique où c'est, etc. Enfin, c'est vraiment extrêmement confortable. Et du coup, on peut, enfin, si on reste tout le temps à Paris, en fait, on peut complètement dégoupiller de la réalité de la vie, en fait, parce qu'on a zéro souci du quotidien. Voilà, j'ai un mari qui s'occupe de mes enfants, donc je pourrais même oublier que j'ai... Mais j'ai pas envie. Donc voilà, j'ai assisté au congrès des maires de France. Là, il y avait une table ronde avec l'association des maires de Gironde, donc où il y avait mes collègues députés de la Gironde, et en particulier quelques macronistes de la première heure, qui me disaient mais faut arrêter avec le service public. Franchement, il faut arrêter, parce que moi, dans ma circo, tout va bien. L'hôpital de Sainte-Foy, nickel, zéro problème. Donc il faut quand même aussi arrêter les gauchos là, de dire tout le temps les services publics, ils sont à l'os, ça va pas, etc. Donc voilà, des propos complètement lunaires comme ça. Moi, je sais pas, j'ai entendu dire que cette semaine, les urgences de Langon ont fermé encore, elles ferment comme ça de façon cyclique, hein, on le sait très bien. Je suis allée à l'hôpital de Cadillac aussi, j'ai vu des infirmiers psychiatriques qui sont complètement au bout de leur vie. Enfin, j'avais l'impression qu'il allait me pleurer dans les bras, tellement les conditions de travail sont ultra tendues, et puis lui et toute son équipe, vraiment un travail dans des conditions déjà matériel qui pose quand même beaucoup de questions, puisque c'est quand même des hôpitaux qui sont vieillissants, mais en plus, voilà, afflux tendu du personnel avec des patients qui sont quand même très très compliqués. Et puis je suis allée soutenir aussi les enseignants en grève des collèges de Créon et de La Trenne, et puis qui m'ont montré les photos de ces établissements avec donc des seaux dans les escaliers pour récolter la pluie qui tombe. Il faut savoir que La Trenne et Créon, c'est les deux établissements les plus surchargés de la Gironde, donc des collèges qui ont été construits pour 600 à 700 élèves, qui aujourd'hui en accueillent plus de 1000. Sinon, je suis allée aussi au lycée Flora Tristan. Donc là, c'est carrément dans une salle de classe où il y a le plafond complètement éventré avec des fils électriques et des grandes bassines en dessous. Il y avait des élèves dans la classe, hein, et les enseignants faisaient classe, ils n'ont pas le choix. Voilà, donc voilà l'état de nos bâtiments. Les universités qui ne peuvent plus payer leurs factures de chauffage aussi, vous en avez entendu parler, j'imagine. Les élèves sans affectation, c'est carrément terrible, d'imaginer un gamin qui tout d'un coup se retrouve, boum, son parcours scolaire s'arrête parce qu'il n'a pas d'affectation au lycée ou à l'université. C'est quand même incroyable. On est la 7e puissance économique du monde. On n'a jamais produit autant de richesses, 3 000 milliards d'euros de production de richesses. Et on est incapable de s'occuper de nos enfants et de nos hôpitaux. Enfin, c'est lunaire, voilà. J'ai encore plein d'anecdotes sur les hôpitaux aussi. On a une stagiaire en ce moment avec nous à Paris là, qui a dû être hospitalisée d'urgence. Elle est restée 8 heures aux urgences. Bon, ça c'est le tarif normal. Par contre, elle était brancardée, elle était sous morphine. Parce qu'elle avait vraiment très mal, donc 8 heures quand même, ça commence à être un petit peu long. Et pendant ces 8 heures, il y a quelqu'un qui est mort à côté d'elle, et qui est resté mort à côté d'elle pendant le temps où elle attendait. Parce que le personnel ne peut pas faire autrement, ils sont venus faire un massage cardiaque, la personne est décédée, et après ils n'avaient pas le temps de s'en occuper.
Donc vous comprenez que ce projet de loi de finances, eh ben, on l'a combattu de très 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 longues heures, parfois jusqu'à 3 heures du matin. Et pendant tout ce temps-là, eh bien, les macronistes donc, et la droite, tout le socle, ce qu'on a appelé le socle commun, qui n'est pas très commun parce qu'en fait ils ne sont jamais d'accord entre eux non plus, chaise vide. Ils n'étaient pas là. C'est pareil, hein, si, vous pouvez tout vérifier ce que je dis, tout est filmé. Lionel Cholon vient d'arriver. Oh. Bon, parfait. Donc il me dit que les enfants ont bien chanté, il ne pleuvait pas dans ton école. Il ne pleut pas dans ton école. Non, il ne pleut pas dans ton école, parfait. Donc très bien. Donc technique de la chaise vide, donc leur présence aussi entre 10 et 20%. Quand je dis chaise vide, c'est vraiment chaise vide, c'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, et j'en ai entendu un dire ah non mais moi je ne vais pas, bah, c'est le même qui disait que les services publics vont bien, tiens. Non mais moi alors c'est le débat vraiment, c'est insupportable. Et en fait, être député, bah, c'est précisément débattre et expliquer pourquoi on veut voter telle loi ou telle loi, et puis entendre les arguments des uns, des autres, éventuellement s'ouvrir l'esprit, éventuellement pourquoi changer d'avis aussi, ma foi, ça peut arriver. Et c'est plutôt salutaire. Donc voilà, donc, et sinon ils ponctuent tout leur discours de responsables, de responsabilité, et donc nous sommes des irresponsables. Voilà. Donc en fait ils ont complètement évité le débat parce que, comme je vous disais à l'entrée, c'est-à-dire qu'ils sont tellement au-dessus de tout ça, et ils ont tellement l'habitude que de toute façon si ça va pas, 49.3, en dépit de ce que Barnier avait annoncé quand même. Il avait dit on va discuter, on va faire du compromis, il n'y aura pas de 49.3. Première difficulté, boum, 49.3. Sauf que là, c'était le 49.3 de trop. Donc, comme je vous le disais aussi au départ, c'est un outil constitutionnel. Et il y a un autre outil constitutionnel qui s'appelle la censure. Et puis là, ils ont essayé par tous les moyens quand même. Donc, d'abord en draguant honteusement, scandaleusement le Rassemblement national. Et puis ensuite, technique inverse, en vilipendant, en disant « Ah, mais si vous faites ça, ça va être la fin du monde, etc. » Et puis, en fait, ça s'est passé. Voilà. Donc, je pense qu'en effet, ils ne s'y attendaient pas. Ils n'avaient pas l'habitude de ça. Donc, c'est la première fois depuis 62 ans, depuis 1962. Et puis, donc après, on a assisté au florilège de fake news de la part de la Première ministre. Il faut quand même prendre conscience, et ça, c'est gravissime. C'est-à-dire que ces gens-là mentent, mais mentent pour de vrai. Enfin, je veux dire, je ne suis pas en train d'exagérer, de tenir des propos, non. Ils mentent, ils disent des mensonges qui sont repris en boucle dans les médias et que les gens croient. Quand l'ex-première ministre, Madame Borne, dit sur le plateau de TF1 un soir, les cartes vitales vont arrêter de fonctionner le 1er janvier 2025, quand vous ne savez pas, vous y croyez. Enfin, pourquoi vous ne croiriez pas? L'ancienne première ministre, c'est quand même quelqu'un qui est censé être sérieux. Et c'est un mensonge absolu. Enfin, je veux dire, là, c'est même pas une ambiguïté. Non, c'est juste un mensonge absolu. Et il y en a, et c'est truffé, leur discours est truffé de mensonges, qui se voient moins parce que c'est sur des choses où on fait moins attention. Mais là, c'est tellement énorme. Et vous avez entendu un média revenir dessus en disant, tiens, on a dit des bêtises, etc. Je veux dire, ça aurait été au hasard, Jean-Luc Mélenchon qui aurait dit un truc comme ça. Ça aurait fait la une de toute la presse, etc. Que les Français allaient payer plus d'impôts, ça aussi c'est totalement faux. C'est-à-dire que, en effet, donc le président de la Commission des finances essaye de faire passer un amendement sur la loi spéciale pour que ce soit voté avec la loi spéciale, cette indexation. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous ne payez pas vos impôts au 1er janvier, personne ne paye ses impôts au 1er janvier. Donc quoi qu'il en soit, on va reprendre les travaux évidemment budgétaires et on va refaire un projet de loi de finances dans lequel il y aura évidemment cette indexation qui sera dedans. Donc c'est juste pour faire peur aux gens et raconter des légendes en fait. C'est assez incroyable. Donc ce déni de démocratie aussi depuis le 7 juillet, tout ça, moi je trouve que c'est des choses graves parce que les journalistes ils viennent nous chercher sur les plateaux de télé, sur les petits détails, les petits machins, alors vous vous entendez plus avec les socialistes, alors qu'est-ce qui se passe, etc. Mais en fait le vrai sujet qui devrait inquiéter tout le monde, y compris les journalistes de ces plateaux de télé, c'est ce déni de démocratie quand même depuis le 7 juillet, où le président de la République refuse de faire ce que tous ses prédécesseurs ont fait sous la Ve République, à savoir nommer un Premier ministre qui est de la couleur politique majoritaire sortie des législatives. Tout le monde a toujours fait ça, on a tous connu des gouvernements, quand je vois
les âges qui sont là, on a tous connu, peut-être pas tous, non, des gouvernements de cohabitation, mais voilà, c'est le jeu de la cinquième. Et on se rend bien compte donc que cette cinquième, elle est beaucoup trop manipulable en fait, elle est beaucoup trop floue. Hein. Le président nomme le Premier ministre, on dit ni où, ni quand, ni comment. Donc une fois il attend 60 jours, une autre fois il va faire un petit tour en Pologne avant de se décider. Enfin, voilà, il y avait des plaisanteries qui circulaient sur la boucle parlementaire en disant la surprise de Macron, c'est qu'il va se nommer lui-même Premier ministre. En effet, la Constitution ne l'empêche pas explicitement. Pourquoi pas? Et puis il y en a d'autres qui rajoutaient, mais ça fait longtemps qu'il est déjà Premier ministre. Et en effet, j'avais une petite phrase de conclusion, enfin, dans ce que je vous ai dit, qui m'apparaît très très grave de ces mensonges d'État en fait. C'est que un chef d'État, pour moi, se doit d'apaiser les tensions et pas d'être un pyromane comme Macron joue à l'être avec son gouvernement. On est quand même à la fin d'une histoire, j'espère à la fin de la Ve République, et j'espère aussi à la fin du règne de M. Macron, mais c'est une autre histoire.